Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Ravi de passer cette soirée encore avec vous. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'ultimatum de Pierre Gattaz au gouvernement. Le président du MEDEF menace de se retirer de la négociation sur l'assurance chômage si rien ne bouge rapidement sur le projet de loi travail et notamment la taxation des CDD. Ce soir, Matignon lui oppose une fin de non-recevoir. Et la gauche, c'est sous ce cri de ralliement que se réuniront les proches de François Hollande le 25 avril prochain. Un rassemblement au faux air de meeting en faveur du chef de l'État, organisé par Stéphane Le Foll, en présence de plusieurs ministres, mais sans Manuel Valls ni Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement nous racontera à partir de 22h30 les coulisses de ce meeting. Ma destitution n'apporterait aucune stabilité politique au Brésil. Dilma Rousseff s'est à nouveau défendue cet après-midi alors que son mandat ne tient plus qu'à un fil devant le Sénat qui doit statuer sur son sort le 10 mai prochain. Le Brésil s'enfonce donc dans une crise politique doublée d'une récession économique. Ce sera le thème de notre débat ce soir pour aller plus loin ensemble. Mais avant de recevoir nos invités, tout de suite les repères de l'actualité présentés par Paul Bouffard. Bonsoir à tous. C'est un ultimatum qui ne passe vraiment pas. Ce matin, le MEDEF a menacé de suspendre les négociations sur l'assurance chômage si la loi travail n'est pas modifiée. Matignon apprécie peu et dénonce une prise d'otage du texte pour des enjeux internes au syndicat. Tout à l'heure, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a réagi sur notre antenne. On l'écoute tout de suite. Mais on est sur une voie qu'on a choisie, qui consiste à trouver et à pousser dans le dialogue social, à faire en sorte que les compromis arrivent à se faire et à se nouer dans le dialogue. C'est surprenant, oui, surprenant et pas très bien compréhensible. Moi, j'attends pas du patronat de gratitude. Non. J'attends simplement le fait que l'économie française fonctionne mieux, que les entreprises aient des marges, qu'elles aient été reconstituées pour leur permettre d'investir et de créer d'emplois. C'est ça que j'attends. Je n'attends rien du patronat. Une matraque de CRS sur une mare de sang. C'est un tract qui fait grincer des dents. La polémique enfle après la diffusion de l'affiche de la CGT pour dénoncer les violences policières. Cet après-midi, le syndicat a tenté de calmer le jeu. Brice Andlauer. Une matraque et un insigne de CRS près d'une flaque de sang. La CGT utilise une communication choc pour dénoncer les violences policières. Cet après-midi, devant les forces de police, Bernard Cazeneuve s'est dit choqué par la campagne. Ce ne sont pas des campagnes irresponsables et médiocres qui parviendront à abîmer l'image que les Français ont des policiers et des gendarmes, ni la gratitude qu'ils aiment à leur témoigner. De son côté, la CGT rejette toute volonté de stigmatisation. Ce n'est pas ceux qui appliquent les ordres qui sont montrés du doigt, ce sont ceux qui donnent les ordres. Nous, de ce point de vue-là, nous avons discuté avec nos camarades de la Fédération de la police et c'est comme ça qu'on voit cette affiche. À droite comme à gauche, le tract dérange. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a pointé du doigt une gauchisation du syndicat. À droite, certains députés demandent quant à eux au ministre de l'Intérieur de porter plainte. C'est une insulte misérable qui ne mérite que le mépris. Évidemment, le secrétaire général de la CGT serait bien inspiré non seulement de retirer cette affiche, mais de présenter ses excuses aux policiers. La CGT tient son congrès national jusqu'à la fin de la semaine. Ces méthodes de communication devraient s'inviter dans les débats. RAID, BRI, GIGN, la France muscle ses unités spéciales de la police et de la gendarmerie. Bernard Cazeneuve a dévoilé un plan pour mieux répondre à la menace terroriste. Un plan présenté 5 mois après les attentats de Paris et quelques semaines avant l'Euro 2016 de football. Les détails avec Anne Lorbans. Mieux coordonner les unités d'élite face aux attaques terroristes, c'est l'enjeu du nouveau schéma d'intervention présenté par Bernard Cazeneuve. Devant les troupes du GIGN, du RAID et de la BRI, le ministre de l'Intérieur a clairement affiché sa volonté de voir ces différents corps d'élite travailler main dans la main. L'heure n'est pas à la concurrence des forces, mais à l'unité, à la mutualisation et à la coopération pour l'intérêt général. Une coopération qui passera par la fin des zones de compétence entre police et gendarmerie. En cas d'attentat, c'est l'unité la plus proche des lieux qui interviendra, permettant ainsi une plus grande rapidité de déploiement. Autre mesure phare, la création de 7 nouvelles antennes pour le GIGN et le RAID sur tout le territoire. Celles du GIGN seront implantées à Nantes, Reims et Tours, tandis que celles du RAID seront créées à Toulouse, Montpellier et Nancy.
Dans le cas précis de Paris, le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà annoncé le doublement des effectifs de la BRI. De 50, l'unité passera à 100 hommes. Le premier acte de ce plan d'intervention se jouera ce soir à la gare Montparnasse, où la BRI, le RAID et le GIGN se livreront à un exercice de simulation commun d'attaque terroriste. Les indemnités parlementaires sous le feu des projecteurs. Une association juge illégal certains de ces versements. Dans son collimateur, 80 parlementaires. Ils se partageraient 1,5 million d'euros illégalement. Les explications avec Sandra Cerquera. Certains de nos parlementaires toucheraient-ils trop d'argent? La réponse est oui, selon l'Association pour une démocratie directe. Elle s'est intéressée à plusieurs indemnités perçues par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi par les questeurs, les présidents de groupes et de commissions. Cela représenterait 1,5 million d'euros par an. L'article 25 de la Constitution et l'ordonnance portant loi organique de 58 sont très précises. Toutes les indemnités en fait, versées aux parlementaires, les indemnités versées aux parlementaires doivent être encadrées par une loi organique. La loi de 1958 prévoit que les parlementaires touchent deux types d'indemnités. Une indemnité de base et une indemnité de fonction, leur total étant plafonné à un peu plus de 7 000 euros. Sauf que certains élus du Parlement touchent une indemnité de fonction supplémentaire et dépassent ainsi le plafond légal. Mais selon ce spécialiste du droit parlementaire, ces primes ne sont pas illégales. Il est fixé que les assemblées disposent de l'autonomie financière. C'est l'article 7 qui fixe cette règle, laquelle est reprise dans le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les parlementaires concernés précisent aussi que ces indemnités ne relèvent pas de la loi organique mais du règlement et qu'elles sont censées couvrir uniquement des dépenses liées à l'exercice de leur mandat. Et pour lutter contre l'abstention à la présidentielle de 2017, découvrez maintenant cette initiative. Un collectif du quartier de Neuhoff à Strasbourg lance un défi à tous les quartiers populaires de France. Inciter le maximum de personnes à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. Qui aura le plus fort taux de participation? Regardez le clip de ce challenge citoyen. On lance un défi à tous les quartiers de France. Participez au vote à la citoyenne. Le principe est simple. Il suffit que votre quartier affiche le meilleur taux de participation au premier tour des élections présidentielles. Alors, faites bouger votre quartier. Mobilisons-nous. Et qu'on arrête de dire que dans les quartiers, on ne sait pas s'engager. Le quartier qui mobilisera le plus de monde remportera une enveloppe financière. Les habitants décideront ensemble de son utilisation. Et de grands artistes viendront chez vous, dans votre quartier, fêter avec vous la victoire à ce challenge. Alors, on compte sur vous. Et voilà, au Brésil, la présidente Dilma Rousseff est plus que jamais menacée de destitution sur fond de corruption. Le pays est en pleine crise politique. C'est notre débat ce soir avec Perrine Tarnot et ses invités. Dilma Rousseff, effectivement, plus que jamais proche de la chute finale. Après sa défaite dimanche devant les députés, eh bien, la présidente du Brésil risque fort d'être destituée le 10 mai prochain par les sénateurs brésiliens. Et à cette crise politique s'ajoute au Brésil une situation économique de plus en plus préoccupante. Avec nous ce soir sur ce plateau pour débattre de cette situation politique et économique également au Brésil. Laurence Cohen, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice communiste et présidente du groupe d'amitié ici au Sénat France-Brésil. En face de vous, il y a Lise Ferré. Bonjour. Merci également d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignante à Paris 8 et journaliste également pour TV Globo. Sur ce plateau également, Anthony Bélanger, bonsoir. Merci également d'être avec nous, journaliste, chroniqueur, éditorialiste sur l'actualité internationale pour Les Inrecuptibles et France Inter. Et puis Alfredo Valadao, bonsoir. Merci également d'être avec nous, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris. Alors avant de vous donner à tous la parole et de débattre, notre journaliste Nathalie Guillouard va nous expliquer le processus de destitution au Brésil et le calendrier. On regarde. C'est dans ces documents que se joue l'avenir de Dilma Rousseff. Le chef des députés vient remettre en main propre les papiers de sa destitution au président du Sénat. Je suis venu de manière formelle pour rendre visite au président du Sénat, pour officialiser la remise de documents et à partir de maintenant, celui qui conduit la procédure, c'est le Sénat.
Car c'est bien le Sénat qui a le dernier mot. Le vote devrait avoir lieu autour du 11 mai. Et si les sénateurs votent pour la destitution, Dilma Rousseff sera écartée du pouvoir pendant 180 jours. 180 jours où elle fera l'objet d'une enquête et d'un procès. Une situation politique qui sera très compliquée à gérer pour le pays, selon cet historien. On aura une présidente qui n'a plus de légitimité mais qui exerce légalement la fonction de présidente. Et bien évidemment, elle fera tout pour créer des obstacles à ce que le Sénat donne son aval jusqu'à ce qu'il y ait de la tension dans les rues. En cas de suspension, c'est le vice-président Michel Temer qui prendrait les rênes du pays jusqu'aux futures élections présidentielles de 2018. Un homme également accusé de corruption. À quelques mois des Jeux Olympiques, le Brésil est au cœur d'une crise politique profonde qui ne fait que commencer. Laurence Cohen, dès dimanche soir, Dilma Rousseff a parlé d'un coup d'État. Elle a dénoncé un coup d'État. C'est la seule carte qui lui reste à jouer? Je pense qu'elle a raison de dénoncer un coup d'État. Pour moi, c'est un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire que la droite qui n'a pas réussi à prendre le pouvoir par les urnes, eh bien finalement utilise ce processus. Et on le voit, y compris dans votre reportage, quand on interroge ou on présente le vice-président Michel Temer, on voit qu'il est, lui, poursuivi de corruption. Pour l'instant, au moment où on parle, Dilma Rousseff est accusée mais sans du tout aucune justification de corruption. Elle a utilisé un processus qui est un processus tout à fait constitutionnel et qui lui a permis de poursuivre la politique sociale qu'elle a menée. Je veux quand même ajouter une chose, c'est que je suis allée au Brésil juste avant, en septembre 2014, juste avant, en pleine campagne électorale, avant son élection. Et donc j'ai constaté sur place un certain nombre de choses que je partagerai avec vous volontiers ce soir. Anthony Bélanger, vous Ça n'a pas été aussi simple que ça. Hein. Ça n'a pas été les élections de Maréchal qui avaient été celles de Lula. Quand elle a été élue, elle a été petitement élue. Elle a été élue à 51-52%. Quand on est élu démocratiquement, il n'y a aucun souci. Mais elle a été élue. Juste à ajouter, il n'y a pas que la droite qui a voté la destitution de Madame. Oui, il y a aussi des députés du Parti des travailleurs. Exactement, il y a des députés de gauche aussi qui sont mis, des députés social-démocrates et de gauche. Donc c'est un peu injuste de parler de la droite qui a entamé un processus d'impeachment. Là où vous avez raison, c'est vrai, c'est qu'on a ce paradoxe absolument incroyable d'un président de l'Assemblée nationale lui-même ouvertement et clairement corrompu, avec 5 comptes en Suisse, 40 millions détournés, tout le monde le sait au Brésil, qui a mis en accusation, enfin, qui a porté la mise en accusation d'une femme qui n'est pour le coup, elle, pas accusée de corruption. C'est tout le paradoxe de la situation. Maintenant, un procès d'impeachment, c'est-à-dire d'empêchement de destitution du président, c'est jamais un procès sur des histoires objectives, c'est un procès politique et c'est bien ce qui se passe en ce moment. On est en train de faire le procès politique de ces années pétées qui ont aussi été des années de corruption. Procès politique, Lise Ferry, vous êtes d'accord? De quoi elle est accusée finalement, Dilma Rousseff? Pour reprendre les faits, hein. Mais elle est accusée d'un certain nombre de choses qu'elle aurait pu faire. En fait, elle est responsable d'une mauvaise gestion. C'est surtout ça. C'est une femme très dure qui n'arrive pas à mettre en place des choses. Par exemple, comme elle avait promis une réforme politique. Et ça s'est resté que donc de la, que de la parole. Ses erreurs politiques, c'est ce que vous nous dites? Elle paye ses erreurs politiques, elle paye son intransigeance. Pardon. Elle paye le fait qu'elle n'est pas Lula aussi. Et oui, et puis, mais elle aurait pu surfer sur cette aura qu'il a élue au premier mandat, c'est-à-dire d'une femme au pouvoir. Elle aurait pu en profiter, mais elle n'a pas su le faire. Elle paye ses erreurs politiques, c'est aussi votre opinion, Alfredo Valadora? Oui, elle paye ses erreurs politiques, mais ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, et c'est très important de le savoir, c'est qu'on a un gouvernement qui était fondé sur un parti ou des partis profondément minés par la corruption, qui est en train d'être viré par une coalition de partis également minés par la corruption. Oui, 76% des députés qui ont voté la destitution de Dilma Rousseff sont eux-mêmes corrompus. Mais dans les deux camps. Ils espèrent faire oublier leur turpitude par une autre turpitude. Ils essayent peut-être de gagner leur impunité. Non, ce que je pense qui est en train de se passer, c'est que le système politique brésilien a implosé. Voilà. Et qu'il n'y a plus de solution, parce que si on convoque des élections, ça sera toujours les mêmes types. Par contre, autre chose très importante aussi, ce n'est pas l'opposition
qui a mené le projet d'impeachment. Au contraire, même le PSDB n'est rentré que très tard dans ça. Exactement. Ceux qui ont mené le projet d'impeachment, ce sont les gens qui sont au pouvoir avec le PT depuis 15 ans. Tous les gens qui sont là. Tous les gens qui sont là. Il y a un mois, ils étaient au gouvernement, ils faisaient partie du gouvernement de Dilma Rousseff, et c'était la base principale de Dilma Rousseff. Parce que n'oublions jamais que le Parti des travailleurs n'a jamais eu plus de 18-20% de la Chambre et même des votes. Ce qui est vrai, cette affaire, c'est qu'effectivement, les alliés de circonstance qu'on rachète, parmi les 15 ou 16 partis qui sont représentés au Parlement brésilien, c'est un des problèmes politiques du Brésil, ces partis qui soutenaient le PT comme la corde soutient le pendu, le Parti des travailleurs, donc le parti de Lula et de Dilma Rousseff, au bout d'un moment, se sont sentis effectivement attaqués à la fois par des procès de corruption, à la fois parce que d'une manière systémique, et ont peut-être réagi de cette façon-là. Maintenant, est-ce que Dilma est totalement innocente? Je rappelle tout de même, à l'attention de nos téléspectateurs et de vous tous qui êtes là, qu'ils savaient d'ailleurs, que Dilma a dirigé l'entreprise Petrobras, et ce jusqu'en 2010. C'est-à-dire que le scandale de corruption qui touche essentiellement cette entreprise, Petrobras, 2 milliards de pots de vin distribués. 2 milliards d'euros de pots de vin distribués. Le procès qu'on fait en ce moment a commencé, le procès de corruption a commencé en 2008. Elle a dirigé Petrobras, l'entreprise qui distribuait ces pots de vin, à tour de bras, 2 milliards de dollars jusqu'en 2010. Elle-même ne fait pas l'objet d'une enquête pour enrichissement personnel. Non, mais par exemple, elle a fait disparaître l'ensemble des enregistrements du conseil d'administration de Petrobras jusqu'en 2015, et jusqu'au moment et surtout dans la période où elle était présidente. Il y a un moment, si vous voulez, elle ne peut pas non plus dire qu'elle n'était pas au courant. Laurence Cohen. Alors moi je pense qu'il faut quand même resituer la politique au cœur. C'est-à-dire qu'on juge une présidente qui a mené, et Lula avant elle, depuis 10 ans, il y a 40 millions de femmes et d'hommes qui sont sortis de la pauvreté. Pour moi, s'il y a difficulté politique, erreur politique... Et donc ça justifie qu'on refasse l'appartement aux frais du contribuable? C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Moi je parle franchement et je dis là où il y a pour moi erreur politique... C'est le bilan de Lula essentiellement. Où il y a erreur politique de mon point de vue, c'est qu'effectivement il y a une transformation des classes sociales, il y a une montée de la pauvreté, les gens sont passés aux classes moyennes, il y a donc un changement. Et là où Dilma Rousseff ne s'est pas rendu compte, où elle n'a pas voulu, où elle n'a pas pu, ce n'est pas à moi de la juger, elle n'a pas répondu à l'aspiration nouvelle en termes de transport en commun, en termes d'école notamment, et là, elle est jugée là-dessus. Ceci dit, il y a 1 million de personnes par semaine qui manifestent en sa faveur. Eh bien, je trouve quand même que, par exemple, dans un pays comme la France, où Hollande est très contesté, il n'y a pas 1 million de personnes qui, chaque semaine, manifestent dans la rue. L'autre point, c'est que le processus... 3 millions de personnes qui manifestent contre. Oui, mais bien, le processus, qui sont en majorité des Blancs, riches, et qui demandent à ce que le salaire minimum soit supprimé. Alors, le processus, et je finirai, ça sera mon mot de... Et après, pour laisser la parole, parce que c'est bien normal. Et le processus qui est utilisé aujourd'hui contre elle, il a été utilisé dans d'autres pays, au Paraguay en 2012, en Honduras en 2009, c'est-à-dire quand on n'est pas content... Et au Brésil, contre un président de droite, il y a à peine 10 ans. Quand on n'est pas content de ce que le peuple décide, eh ben on essaye de sanctionner. Alfredo Valadao, puis après on va écouter Dilma Rousseff qui s'est exprimée encore tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que ce processus a été utilisé contre un président de droite il y a 10 ans. Le PT a fait des manifs énormes à la fin des années 90 pour virer le président Fernando Henrique Cardoso, pour lui demander sa destitution. Et quand vous parlez des gens qui sont sortis de la misère, aujourd'hui, c'est justement les pauvres qui ont eu accès à la petite classe moyenne qui sont en train de retomber dans la pauvreté, pas à cause de la droite, mais à cause de la politique qui a été menée par Dilma, c'est-à-dire que depuis 4 ans, 5 ans, le Brésil vit la plus grande crise économique de son histoire. C'est-à-dire qu'on est dans la 2e année de récession à 4%. On va y venir. On est dans un état absolument lamentable. Et effectivement, n'oublions pas non plus que le premier scandale de corruption du gouvernement pétiste de Lula était en 2005, le fameux Mensalão, qui était un immense scandale de corruption, où
la plupart des dirigeants, des hauts dirigeants du PT ont été décapités par la justice, ils sont en prison. Donc, contre la ville Lula qui passait son temps à essayer de les rattraper par la Manche. Parce qu'il avait pas envie de se passer de ces barons. Voilà. et de ces... En 2011, Dilma Rousseff a démis 7 ministres qui étaient soupçonnés de corruption. Donc voilà. Non, mais Alors je vous propose justement de réécouter Dilma Rousseff. C'était cet après-midi. Elle s'est à nouveau exprimée devant notamment les médias étrangers. Écoutez ce qu'elle a dit. Ce à quoi nous assistons n'est pas un processus de destitution, mais une tentative d'élection indirecte provenant d'un groupe qui n'aurait pas les conditions de se faire élire. Nous devons comprendre que ce processus n'apportera pas de stabilité politique au Brésil. Pourquoi ? Parce que c'est une rupture avec la base de notre démocratie. Lise Ferré, vous êtes d'accord avec Dilma Rousseff quand elle dit que finalement cette procédure de destitution n'apportera pas plus de stabilité politique au Brésil? Tout à fait. Je pense que c'est le processus qui est fait autour de ça, qui est controversé, qui n'a pas lieu d'être. Et une autre chose que je trouve qui est problématique au Brésil, c'est cette espèce de crise morale aussi, où il y a une montée de haine dans le débat des deux camps. Et là, il n'y a pas un camp, il n'y a pas gauche-droite, c'est de la haine qui ressort les uns envers les autres, comme s'il y avait deux blocs qui s'affrontaient, et les plus démunis qui sont ceux qui payent le prix de toute cette stigmatisation. De toute cette stigmatisation, ce sont ceux qui... Ça réveille des fractures sociales. Exactement, ça augmente, d'après ce que j'observe, ça augmente ce manque de dialogue. Ce qui est fascinant, vous avez tout à fait raison, c'est qu'on le constate dans toute l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a un retour de balancier. Vous savez, on a eu la décennie merveilleuse où la gauche est arrivée au pouvoir. Et on a beaucoup parlé de l'émergence de la classe moyenne en Amérique latine. Ce qui était objectivement une période heureuse, parce que c'est une période d'alternance pour toute l'Amérique latine, qui a porté l'espoir de générations entières de gens qui avaient été, comme Dilma Rousseff d'ailleurs, torturés pendant les dictatures successives et qui ont été portés au pouvoir. Maintenant, le retour de balancier, le balancier revient en arrière, et le problème, c'est que la gauche est devenue presque aussi caudilliste, d'une certaine façon, que la droite qui l'avait laissée au pouvoir. C'est-à-dire qu'elle n'a du mal à penser que les institutions, que l'opposition est légitime à la priver du pouvoir. On le voit en Amérique latine, on le voit en Argentine en ce moment, où il y a carrément une opposition, mais front à front, entre les kirchneristes d'une part et les soutiens de M. Macri d'autre part. On le voit au Venezuela, on en est quasiment à une guerre civile. Maduro ne veut même pas admettre que l'Assemblée nationale élue est capable, peut rendre quelconque décision. Et on est en train de le voir en ce moment au Brésil, et c'est dangereux, parce que les alternances sont bonnes d'un côté, mais aussi de l'autre. Alfredo Valadao et après Laurence Cohen, comment on va sortir de cette crise politique? Comment vous voyez les choses? Le problème, c'est que la stabilité, elle est déjà... Quand le système politique implose, il n'y a plus de stabilité. Donc, si Dilma reste, ce ne sera pas stable. Si Temer vient, ce ne sera pas stable non plus. Et donc, quelle est la solution politique? Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a plus de gouvernement, on n'a plus d'opposition, et tout type d'élection sera faite avec les mêmes gens qui arriveraient au pouvoir. C'est un problème de renouvellement de la classe politique. Donc c'est un problème de renouvellement. Donc il faut, de toute façon, il faut qu'on prenne le pays réel, ce n'est pas le pays qu'on rêve. Le pays réel, c'est celui-là. Donc la seule solution, c'est laisser le temps qu'il y ait des nouveaux leaderships, et des nouveaux partis qui viennent d'une nouvelle génération, qui n'est pas trop mouillé dans toutes ces affaires. Mais ce temps va être long. Mais ça va être long. Donc, ce qu'il faut, mais ce qu'il faudra. Est-ce que le Brésil a ce temps-là? Oui, il peut l'avoir. Non, il pourrait l'avoir si. Alors, mais c'est un grand si. Je vous l'avoue. Si M. Temer, qui va prendre les rênes du pouvoir, qui est un vieux renard de la politique, qui a 75 ans, exactement, s'il veut devenir un vrai homme d'État, peut-être qu'il veut rentrer dans l'histoire, la seule chose qu'il pourra faire, c'est de créer un gouvernement qui, plus ou moins, laisse les choses en état sans que les choses ne détériorent trop, en laissant le temps qu'il y ait des nouvelles générations qui poussent, parce que sinon il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de nouvelles générations, il n'y a pas de solution. Moi je voudrais interroger vos invités et aussi faire réfléchir les téléspectateurs. Parce qu'on est en train de dire, oui, alors finalement il faut laisser le temps au temps, etc. Mais moi je voudrais vous interroger,
Il y a une présidente de la République, Dilma Rousseff, qui se bat, qui a obtenu des résultats après Lula, qui ont été salués. Elle a gagné des élections, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est la démocratie. Mais elle gouverne avec un Parlement qui est majoritairement à droite, parce que dans la Constitution brésilienne, il y a plus... Alors, excusez-moi, je vais dire les choses. Je vais dire les choses. Ah ouais, tout le monde est à droite. C'est drôle de caricaturer les choses comme ça, et c'est assez facile. Je suis communiste, je le revendique, j'ai pas de problème là-dessus. Je pose centre droit, si vous voulez. Je ne vais pas dire droite. Voilà. Mais ce que je voudrais, essayer au moins d'entendre ma question pour au moins y répondre, au lieu de mettre des étiquettes avant même que d'entendre les arguments. Ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut gouverner, donc, avec un Parlement qui n'est pas obligatoirement favorable, je vais le dire autrement, et surtout avec plus de 20 partis différents? Il faut donc faire des alliances et... Je pense que Dilma Rousseff, mais vous allez sans doute me contredire visiblement, eh bien, elle a essayé d'entamer une réforme par rapport aux institutions pour les réformer. Elle n'a pas remporté une majorité. Elle a essayé d'employer des mesures par rapport à la corruption. Ça n'a pas marché. La réponse des autres invités, notamment Lise Fay. On vous entend. Je pense qu'elle a eu l'occasion. Elle a eu l'occasion de faire pas mal de choses qu'elle n'a pas faites. On attendait beaucoup d'elle en termes, encore une fois, en termes symboliques, de femme au pouvoir. C'était quelque chose de très important pour le Brésil. Elle aurait pu faire beaucoup de choses. Surtout en termes de ces réformes. Bien sûr, surtout en termes de santé, d'infrastructures, d'écoles. Elle pourrait encore encore faire plus grand que ce qu'a fait Lula. Vous qui êtes journaliste, est-ce qu'elle a été soutenue par les médias brésiliens? Non, elle n'a pas été soutenue par les médias, mais ça c'est... C'est une question brésilienne. Mais Lula, lui, il était... Les médias ne comptent pour rien quand il s'agit des journaux. C'est les télévisions, comme dans la plupart des pays du monde, qui sont... Mais même les télévisions ont soutenu Lula pendant très longtemps. Exactement. Il faut quand même pas oublier que vous défendez une femme qui a mené une politique de droite d'un point de vue économique depuis le... Je défends la démocratie, monsieur. Depuis le début de son deuxième mandat. Par ailleurs, elle a depuis plus longtemps que le début de son deuxième mandat. L'orthodoxie budgétaire de Dilma ferait frémir n'importe quel gouvernement européen. C'est en partie parce qu'on le lui demande. Mais bon, la deuxième chose, c'est qu'elle avait effectivement le moyen. Je vais vous raconter. Lula est arrivé pendant 2 mandats et c'est lui qui a fait les réformes politiques populaires, qui a mis en place sociales dont le Brésil avait absolument besoin. Il a mis Dilma en place en partie parce qu'elle avait la main dure et qu'elle pouvait mener des réformes politiques. Elle ne l'a pas fait. Elle a préféré les combinations habituelles. Elle a préféré continuer à gouverner comme l'avait fait tranquillement, et elle est en train de payer très cher cet éparpillement qu'elle a Vous êtes d'accord, Alfredo Villador, qu'elle n'a pas réformé. Vous êtes d'accord, Alfredo Villador? Non, pas vraiment. Je pense d'abord que Lula a mis Dilma pour empêcher que d'autres personnalités du PT ne deviennent assez fortes pour lui contester la candidature à la présidence en 2018. Ça, c'est une première chose. Dilma n'avait jamais été élue, même pas syndic de son immeuble. C'est la première fois qu'elle est élue présidente comme ça. Elle n'était pas préparée pour le poste. Elle a mené une politique économique absolument catastrophique. Ça fait 4 ans que le Brésil est en crise. Toutes les conquêtes qui avaient été faites avant sont mises en cause aujourd'hui. Et pire, elle n'a pas été soutenue au Parlement par une bonne partie du Parti des travailleurs. Elle n'a jamais été vraiment soutenue. Espérez très rapidement pour conclure. En fait, elle paye son incompétence. Voilà. C'est ça. C'est en fait elle pour une femme qui s'est battue contre la junte, mais elle et qui continue à se battre aujourd'hui. Écoutez, je suis allée au Brésil, je suis désolée, elle continue à mener une politique par rapport à la santé, par rapport aux pauvres. Je suis absolument désolée. Là, c'est des contre-vérités. Merci beaucoup, Laurence Cohen. Merci à tous d'être venus ce soir sur notre plateau. On poursuivra bien sûr ce débat sur le Brésil, notamment autour du 10 mai prochain, lorsque le Sénat votera autour du cas Dilma Rousseff. Merci à tous. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Paul Bouffard.
C'est un plan pour mieux réagir en cas d'attentat. Tout à l'heure, Bernard Cazeneuve a dévoilé un nouveau schéma d'intervention des forces spéciales de la police et de la gendarmerie. Leur collaboration sera renforcée. 7 nouvelles antennes du GIGN et du RAID seront créées. La BRI verra ses effectifs doublés. Toutes unités seront capables d'intervenir partout en France dans un délai maximum de 20 minutes. Une campagne médiocre et irresponsable. Déclaration de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, après la diffusion d'une affiche de la CGT. On y voit une matraque de CRS sur une mare de sang. Ses auteurs voulaient dénoncer les violences policières, un tract qui n'est pas vraiment du goût des policiers. Écoutez Jean-Marc Falcon, directeur général de la police nationale. Je trouve ça inadmissible, je trouve ça choquant, je trouve ça vraiment outrageant pour les 150 000 policiers qui concourent jour et nuit à la sécurité des Français. Matignon hausse le ton face à l'ultimatum de Pierre Gattaz. Le MEDEF a donné 3 semaines au gouvernement pour revenir à la version initiale de la loi El Khomri, sans quoi il quitterait les négociations sur l'assurance chômage. Le Premier ministre n'apprécie guère et dénonce une prise en otage du texte pour des raisons internes à l'organisation patronale. Et puis, suite et fin du voyage de François Hollande au Proche-Orient, en Jordanie. Aujourd'hui, il s'est rendu sur une base aérienne d'où décollent les avions français pour aller bombarder les cibles de l'État islamique. François Hollande a salué l'engagement de ses forces, une mission dangereuse mais impérieuse contre le terrorisme, a dit le chef de l'État. Et justement, François Hollande, il est au plus bas dans les sondages. À 1 an de la présidentielle, ses proches tentent de resserrer les rangs derrière lui et derrière son bilan. C'est l'édito ce soir. La gauche, ce sera en effet le nom du meeting organisé lundi 25 avril par le fidèle des fidèles de François Hollande, Stéphane Le Foll. Un rassemblement de soutien à l'action du chef de l'État avec plusieurs ministres, mais sans Manuel Valls ni Emmanuel Macron. Je vous laisse écouter Stéphane Le Foll. Il était l'invité de notre émission politique hebdomadaire tout à l'heure. C'est pour rappeler à la gauche que ce qu'on a fait, on ne va pas le cacher, mais on va aussi en être fier. Et que tous les procès qui ont été faits, et j'en ai entendu mais des dizaines sur la trahison, des mots terribles sur François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy. Ce que je voulais, avec d'autres ministres, c'est de rappeler que nous avons fait des choses sous les 4 ans avec François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Et nous en sommes fiers. Et tout ça, ce sont des choses qu'on va revendiquer pour dire « Eh oh, la gauche !» Et oh, la gauche, bonsoir Marcelo. Les Hollandais sont donc en ordre de marche. Premier meeting de soutien à François Hollande le 25 avril. Emmanuel Macron a lui aussi lancé son mouvement, on en a beaucoup entendu parler. Mais bizarrement, on n'entend plus ceux qui ont quitté le gouvernement, les Montebourg, les Hamon, les Taubira. Où sont-ils passés, Marcelo? Expliquez-nous. Alors ça, c'est la vraie question. C'est vrai que les grandes figures de la gauche, vous l'avez dit, et c'est vrai qu'il faut le souligner, elles sont planquées, elles sont aux abonnés absents. Tous ceux qui ont passé le quinquennat à dire tout le mal qu'ils pensaient de François Hollande, eh bien, on ne les trouve plus. Et elles avaient pourtant un boulevard, sachant que le président de la République est dans une impopularité record. Il y a aussi un début de contestation sociale. Et pourtant, le seul qui s'est lancé, il s'appelle, c'est quand même un comble, Emmanuel Macron, l'homme, l'artisan du virage social-libéral. Alors, où sont passés les autres, les contestataires? Eh bien, en fait, ils sont englués en coulisses. Ils passent leur temps à discuter entre eux pour savoir lequel est le mieux placé pour incarner l'alternative. Personne ne veut s'effacer. Or, si tout le monde y va, ce sera l'échec assuré. Alors, par exemple, Arnaud Montebourg, il devait se lancer, il devait sortir un livre. Il en est où? Alors, Montebourg, par exemple, on ne l'a pas entendu. Rendez-vous compte sur la question de l'évasion fiscale. Pas un mot sur les sociétés offshore au Panama. À force de se taire, il va finir par se faire damer le pion par Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs un danger qui commence à être pointé dans son équipe, puisqu'on sent bien que les choses sont en train de bouger, que ça va un petit peu s'accélérer et qu'il devrait commencer à sortir du bois à l'occasion de son fameuse ascension annuelle du Mont Beuvray. Ce sera le 16 mai. Idem pour quelqu'un comme Benoît Hamon. Benoît Hamon, il est obligé de commencer à sortir lui aussi de son silence, alors sur une stratégie différente qui consiste à lui s'appuyer sur la primaire de la gauche en étant candidat. Le problème, c'est que cette primaire de la gauche, elle a du plomb dans l'aile. Et c'est compliqué la situation, même pour des stars ou des icônes comme Christiane Taubira. Elle vend des bouquins, son dernier bouquin est un carton, elle va dans le monde entier faire des colloques. Ça, des beaux discours, elle en fait.
Mais le problème, c'est qu'elle ne se présentera pas. Et donc, ce verbe enflammé, lyrique, il n'a pas de débouché politique. Il reste Martine Aubry. Elle est toujours aussi populaire quand même. Elle est très populaire à gauche. Effectivement, ça, c'est stable. Mais elle vit repliée à Lille. Alors, elle voit du monde, elle voit beaucoup d'intellectuels, elle voit des syndicalistes, mais le même problème que Taubira se pose, c'est-à-dire qu'elle a dit à son entourage qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle. Enfin, citons quand même, il y a un cas un peu particulier qui est celui de Nicolas Hulot, l'écologiste. Lui, son aura va bien au-delà de la gauche. Il se tâte, Hulot, pour savoir s'il ira en 2017, ça l'intéresse. La seule chose, c'est qu'il craint les attaques, la violence de la politique. Au final, si on regarde tout ce paysage, c'est un paysage, Perrine, extrêmement confus, dans lequel on sent bien que les uns et les autres ne veulent pas vraiment abattre leurs cartes, retiennent un peu leur coup. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a une raison moins avouable, c'est que tous ces outsiders savent très bien que 2017, ça va être compliqué. Mais derrière, il y a une autre campagne qui se profile. Celle-là, elle est beaucoup plus ouverte. C'est l'après-Hollande. Si la gauche échoue, il faudra tout reconstruire. Et à ce moment-là, ce sera très ouvert, ce sera très long et ça ne fait que commencer. Alors, l'après-Hollande, en tout cas, Stéphane Le Foll, qui est l'invité ce soir de notre émission politique. On l'a déjà entendu tout à l'heure, mais je vous propose de revoir maintenant cette émission. Bien, l'après-Hollande, évidemment, Stéphane Le Foll, il ne veut pas en entendre parler. Il prépare la campagne de 2017. Donc, preuve par 3, émission politique hebdomadaire de Public Sénat. C'est à suivre tout de suite sur notre antenne. Très bonne soirée à tous.